Donc je pense que c'est une très bonne chose que les institutions comme l'Université de Pennsylvanie se donnent la peine de regarder en fait dans ce monde des think tanks là, qui est-ce qui est et qui fait quoi. Et ce que le rapport comme celui-ci nous permet de faire, c'est de comprendre en fait de quelle manière ces think tanks remplissent leur rôle et qui est-ce qui est plus efficace dans ce travail de production de savoir et de communication avec les décideurs, qui le fait bien, et qui utilise quel type de moyens de communication. La presse, comme on la connaissait, les réseaux sociaux sont de plus en plus utilisés maintenant. Et qui interviennent dans quel secteur? Parce qu'il y a aussi une spécialisation qui s'est faite. Il y en a qui parlent de la défense, d'autres parlent d'autres choses. Et donc tout ça là, je pense qu'avoir un rapport qui fait le tour, qui fait travailler beaucoup de gens, et qui regarde en suivant un certain nombre de critères, et qui arrive à dire que finalement, dans tout ça là, et voilà ce qu'il y a, et voilà ce qu'on peut retenir, voilà quelque chose qui semble être le plus performant. Et cette information-là, je pense que nous-mêmes nous en avons besoin, parce que ça nous permet de savoir au moins comment on est perçu, ou comment le travail que nous faisons est perçu. Est-ce que c'est un travail qui répond un petit peu aux objectifs que nous nous fixons nous-mêmes déjà? Est-ce qu'il est bien perçu par les décideurs, par le public que nous ciblons? Mais il est également important comme exercice pour ceux qui financent toutes ces institutions-là. C'est important pour les investisseurs, c'est important pour les gouvernements et les décideurs eux-mêmes, pour savoir en fait, avoir un feedback sur ce qu'ils font, et savoir en fait si ce qu'ils font correspond aux meilleures pratiques, comme on dit, best practices par rapport à ce qui se fait un peu partout. Et une des choses qu'on a tenté à un moment donné, c'est de mobiliser les institutions africaines de recherche et les think tanks pour dire, écoutez, la Chine est un grand acteur sur l'espace africain, mais comment est-ce qu'on doit comprendre ça nous? Il faut qu'on s'y intéresse pour pouvoir justement accompagner les décideurs dans nos négociations avec la Chine, comme avec les autres pays qui interviennent en Afrique, en leur produisant des alternatives. Donc c'est quelque chose qui est très très important. Vous verrez que le Canada a été classé deuxième à un moment donné, les 2 dernières années on est classé 4e. Je pense que ça, quand on te présentera, on verra en fait quelles sont aussi les questions qu'on peut poser par rapport au type de classement. Donc je vais terminer sur ça en disant encore une fois merci beaucoup. Je crois que c'est un exercice qui participe encore une fois de l'amélioration à la fois des modes de fonctionnement et des moyens de communication des institutions qui sont spécialisées dans la production des idées ou dans la production d'informations qui devraient éclairer la décision publique ou produire des perspectives qui permettent à ce qu'on sache les choix qui sont disponibles par rapport à ce qu'il y a à faire. Ça permet d'avoir un feedback et ceux qui font le monitoring d'avoir des outils de monitoring. Ça permet aux décideurs de savoir où ils en sont. En somme, je pense que ça nous permet de savoir est-ce qu'on fait des progrès, est-ce qu'on avance et qui est en train d'avancer, sur quel point ou pas. Alors, tout ça, on a pensé que c'est important de le voir par rapport à l'Afrique d'aujourd'hui, qui est en Afrique qui change, et dans un monde qui change très rapidement. Et les institutions elles-mêmes ont changé au fil des années. Et ça également, c'est dans le rapport. C'est un rapport très très riche, et je pense que ça, on aura aperçu tout à l'heure. Donc encore une fois, merci beaucoup et bienvenue à tous. Merci à Firma et aux collègues qui sont venus aussi d'avoir pris le temps d'être là. Merci beaucoup Ibrahim. J'ai oublié de présenter Ato, parce que j'avais le souci de dire bonjour aux panélistes qui viennent de l'extérieur. Ato, merci beaucoup d'avoir accepté de faire cette présentation de rapport. Tu as la parole. Merci beaucoup. Je sais qu'il y a 2 gens ici qui ne comprennent pas français. Mais c'est à vous, moi je suis très très anglophone, je ne parle pas français bien. C'est à vous de choisir si je dois parler un bon anglais ou un mauvais français. Qu'est-ce que vous préférez? Un bon anglais. Un bon anglais, d'accord, merci beaucoup. So my name is Ato Onuma. I work with the research program at Codestria. And what I'll do is to just make very quick comments on some of the key points about the report and also give a few critical reflections.
Peut-être, Yes. bon, je ne sais pas si la personne qui a suggéré que tu parles en anglais, c'est une journaliste ou bien. Mais de toute façon, on a un souci par rapport aux journalistes. Est-ce que la majorité comprend l'anglais? Peut-être qu'il parle le mauvais français. D'accord. D'accord, merci. Je vais me débrouiller. D'accord, d'accord. Donc, comme d'habitude, le rapport a été produit par le Think Tanks and Civil Society Programme à l'Université de Pennsylvanie. Je pense qu'ils ont commencé à faire ces classements depuis 2006. Cette année, ils ont classé 6618 think tanks dans le monde entier. Ils n'ont rien fait par rapport aux travaux de terrain. Au lieu de ça, ils ont utilisé le système de revue de pairs et des experts. Je vais expliquer ça un peu plus tard. Mais l'objectif principal, c'est juste, pour eux, c'est de donner les gens une idée où aller chercher le savoir, la connaissance qui va guider les formulations et la mise en œuvre de bonnes politiques publiques dans le monde. Donc, qu'est-ce qu'on appelle le think tank pour eux? Le think tank, c'est juste une institution ou une organisation qui fait la recherche, le plaidoyer ou la communication sur la politique publique. C'est ça, effectivement, pour eux. Donc, ça peut être complètement autonome, ça peut être lié ou même il y a les think tanks qui appartiennent à l'État ou qui appartiennent à les sociétés privées. Donc, il y a beaucoup de diversité dedans. On va discuter ça un peu aussi plus tard. Donc, les catégories, ils ont plusieurs classements. Je pense que la plus grande et celle qui intéresse les gens souvent, c'est World, Best Think Tank World. Donc, le mieux think tank dans le monde, mais il y a aussi le classement pour chaque région. Et les régions, c'est un peu difficile à comprendre parce qu'il y a l'Afrique, mais il y a ce qu'il appelle MENA, il y a Corée, et ça change, hein, des années et des années à cause de plusieurs choses qu'ils ont expliquées dans le rapport. Donc ce n'est pas forcément Europe, l'Asie, Afrique comme ça. Ils ont le classement aussi par rapport des domaines de recherche. Merci beaucoup. Donc, il y a les think tanks qui travaillent sur la défense, l'environnement, la politique sociale, la santé et les choses comme ça. Il y a les classements pour chaque catégorie. Mais aussi, il y a les classements pour ce qu'il appelle un special achievement. Donc, les think tanks qui sont mieux par rapport à des catégories spécifiques comme le plaidoyer ou les nouvelles idées ou la gestion. Je pense que c'est les trois grandes catégories. Donc, ils ont utilisé 4 indicateurs. Le premier, c'est les ressources. Donc, ils regardent le budget, ça c'est sûr, mais la ressource humaine, en combien de temps les gens passent dans chaque institution avant de quitter, comment ils traitent leurs travailleurs, leurs emplois et des choses comme ça. Il y a aussi le output, donc ce que vous produisez. Donc peut-être c'est les rapports, les policy briefs, les conférences, les instituts, les choses comme ça. Ils regardent aussi. Le troisième, c'est l'utilisation. Donc, bon, vous produisez toutes ces choses. Est-ce que les gens les utilisent? Donc, ils regardent les sites web. Combien de gens visitent? Combien de downloads et de téléchargements il y a? Si les gens utilisent ça dans le rapport, dans les discours qu'il fait et les choses comme ça. Donc, le quatrième, c'est l'impact. Donc, vous faites toutes ces choses, les gens le lisent, mais est-ce que ça change le monde? C'est la quatrième catégorie. Donc, si vous regardez le rapport, ils ont divisé ça dans, je pense que c'est plus que 30 petits indicateurs. Et effectivement, ce sont les 4 grandes choses qu'ils utilisent. D'accord, comme j'avais dit avant,
ils n'ont pas fait de travaux de terrain. Au lieu de ça, ils ont utilisé le système de revue des pairs et des experts. Donc, ils ont travaillé avec plus que 20 000 journalistes, les gens qui travaillent sur le domaine de la politique, les bailleurs de fonds et les universitaires pour faire ces travaux. Donc, d'abord, la première étape, c'est de nommer, parce qu'il y a plus que 6600 think tanks. Mais chaque think tank que vous voyez dans le rapport a eu au moins 10 nominations. Hein? Après ça, c'est le classement. Donc, tout le monde a le droit de classer tous les autres, sauf lui-même. Et puis, ils ont utilisé les panels des experts pour valider. Ça, c'est un pitch 44. D'accord. Bon, pour moi, quand je regarde le rapport, c'est une histoire de l'inégalité mondiale. Hein? D'abord, on commence par où se trouvent les think tanks. Il y a un think tank en Guinée-Bissau, un think tank en Sierra Leone. Il y a 1989 think tanks aux États-Unis. Hein? Et ce n'est pas seulement aux États-Unis, Sierra Leone. Si vous regardez en général, les pays les plus riches, les plus stables, les plus démocratiques ont plus de think tanks que les autres. Hein? Donc, mais à part de ça aussi, c'est une histoire de où se trouvent les meilleurs think tanks. Si tu regardes le classement, il n'y a aucun think tank africain dans les 50 meilleurs think tanks du monde. Le meilleur think tank africain, c'est à 56e. Hein? Et si tu regardes les 10 meilleurs think tanks du monde, ils sont tous soit aux États-Unis ou en Europe à l'Ouest. Hein? C'est tout. Oui, si tu viens peut-être un peu en bas, tu commences à trouver les pays comme le Japon, le Brésil. Mais effectivement, les meilleurs think tanks se trouvent là-bas. Et je pense que si on regarde les universités, on va voir effectivement la même chose. Hein? Et ce n'est pas seulement l'Afrique dans le monde. Si tu regardes, même en Afrique, si tu prends les 10 meilleurs think tanks, 5 se trouvent en Afrique du Sud. Hein? Donc, c'est une réplication de l'inégalité, même en Afrique. D'accord? Je pense que ça montre juste la base matérielle de production de savoir. Hein? Ça prend de l'argent, mais ça prend aussi... Bon, on peut discuter les liens de causalité. Est-ce que c'est vrai que si vous avez beaucoup de think tanks qui sont très bien, ça aide à développer? Ou ça aide à construire les pays plus démocratiques, plus libres, et les choses comme ça? Ou est-ce que c'est les pays qui ont tout ça, hein, qui créent l'environnement pour créer les bons think tanks? Vous avez vu? Donc, je ne sais pas, how do you say arrow? Les flèches. De causalité peuvent aller dans les deux sens. Et je ne suis pas sûr à l'histoire. Mais aussi, ça peut être qu'il y a une troisième chose qui explique tout le deux. Hein? Et qu'il y a quelque chose qui explique le fait que quelques pays deviennent plus développés, ils ont les bons think tanks, et les autres, ils restent derrière, ils n'ont pas de bons think tanks. Hein? On peut penser à la culture politique, hein? Comment les gens voient les choses comme la corruption, la liberté et les choses comme ça. Peut-être c'est la culture politique. Ça aussi, on peut le discuter. Bon, la location, la place de Codesphère. Au monde, nous sommes 120e. En Afrique, nous sommes le 4e. Hein? Ça vous dit quelque chose. Hein? 120e monde, le 4e en Afrique. Je pense qu'il y a quelques catégories aussi où Codesphère, je pense qu'il est bien placé. Il ne faut pas oublier que c'est parmi 6600 think tanks. Donc même 120, ce n'est pas si mauvais. Hein? C'est un bon classement. Mais parmi les think tanks pour le développement international, nous sommes 27. L'utilisation de l'Internet, 37. L'impact sur la politique publique, 38e. Hein? Ça, c'est très, très intéressant parce que Codesphère n'a pas été formé pour
plaidoyer, hein, ou faire les campagnes. Nous sommes là pour travailler sur la recherche de la base. Donc si nous sommes 38e, ça nous dit quelque chose de profond. La lien entre la recherche et la politique. Hein? Parce que souvent les gens pensent que tu dois travailler sur la politique publique pour avoir un impact. Mais peut-être ce n'est pas nécessaire. Bon, comme il y a quelque chose qui est intéressant, parce que si vous regardez le classement pour le monde, CODESRIA est mieux qu'ACCORD. Hein? C'est African Center for the Constructive Resolution of Disputes. Ça se trouve en Afrique du Sud. Dans le classement africain, nous sommes mieux qu'ACCORD. Mais dans le classement du monde, ACCORD est mieux que CODESRIA. C'est difficile à expliquer. Ce n'est pas seulement CODESRIA et ACCORD, il y a plusieurs institutions comme ça. Donc je ne comprends pas. Je ne sais pas. Hein? Peut-être pour chaque région, ils ont demandé seulement les gens de cette région. Donc ça peut arriver qu'en Afrique, les gens pensent que, parmi les Africains, les gens pensent que CODESRIA est mieux que ACCORD, que l'Institut d'études de sécurité et les organisations comme ça. Mais ailleurs, peut-être les gens pensent que toutes ces institutions-là sont mieux que CODESRIA. Donc si vous prenez tous les avis, peut-être, oui. Donc c'est un peu, c'est intéressant parce que ça montre que si vous avez 6600 et il n'y a que 500 institutions africaines, ça peut arriver que le classement ne montre pas vraiment ce que les gens d'Afrique ou de l'Asie pensent, parce qu'il y a trop des institutions américaines. Hein. Ça, c'est un problème qui se trouve en statistique. Hein. On appelle ça les representativeness. Représentativité. Oui, représentativité. Hein? Bon, c'est ce que Ibrahima disait aussi avant. Bon, qu'est-ce qu'on appelle think tank? Je pense qu'un problème est qu'il y a trop d'institutions, il y a trop de diversité. Parce qu'il y a les organisations qui appartiennent à l'État. Il y a les organisations qui sont complètement autonomes. Il y a les organisations qui sont effectivement les sociétés privées. Hein? Il y a les organisations qui sont les institutions publiques. Il y en a qui travaillent sur la politique comme OSIWA. Hein? Il y a les autres qui ne travaillent pas sur la politique publique, comme CODESRIA. Hein? Ce n'est pas forcément ce n'est pas ce que nous faisons. Mais il y a toutes ces institutions dans le classement. Donc c'est un peu difficile parfois à comprendre les choses. Hein? Comme quand il dit que CODESRIA est 38e pour l'impact sur la politique publique, pour moi c'est un peu bizarre. Parce que comment tu peux être 38e dans le monde si tu ne travailles même pas, hein, sur ce terrain? Donc je pense que peut-être ils vont l'améliorer plus tard. En Afrique aussi, je pense qu'il y a quelque chose qui est intéressant parce que plusieurs parmi nos pays où nos dirigeants n'écoutent que la Banque mondiale, ou FMI et les bailleurs de fonds. Donc, comment comprendre l'idée de l'influence ou l'impact des think tanks s'il y a les gens qui vont venir et dire si tu ne fais pas ça, on ne va pas te donner l'argent. Hein? Ça, d'abord, c'est au niveau des pays. Mais ça existe aussi au niveau des institutions. Parce qu'on peut dire que, je ne sais pas, CODESRIA a beaucoup de l'impact. Mais est-ce que c'est l'impact d'une organisation autonome et indigène? Ou c'est l'impact des bailleurs de fonds qui viennent d'ailleurs et qui dit CODESRIA, tu dois travailler sur ça, tu dois travailler sur ça. Et bon, nous avons l'impact, mais effectivement, c'est l'impact des gens qui nous donnent l'argent. Vous avez vu, je donne un exemple. Je pense que CODESRIA est une des institutions qui n'est pas comme ça. Mais si tu regardes en Afrique, il y a beaucoup d'institutions qui travaillent sur le domaine parce qu'il y a l'argent là-bas. Hein? Donc on doit penser à ça aussi. Mais la dernière question que je vais soulever, c'est par rapport à quoi ça sert.
ces classements, hein? À quoi ça sert? Bon, moi je pense que c'est bon pour les rapports, hein? Surtout si quelqu'un est bien classé, on peut mettre dans nos rapports que nous sommes le 4e en Afrique et les choses comme ça. Mais à part de ça, je ne sais pas, hein? S'il y a beaucoup de victimes. Mais je pense aussi que c'est un peu dangereux, hein? Surtout pour les organisations comme CODESIA. Parce qu'effectivement, ce qu'ils font, c'est pour dire que toutes ces organisations ont une mission qu'ils suivent. C'est pour travailler sur la politique publique. Mais où sont les institutions qui ne veulent même pas travailler sur la politique publique, comme CODESIA, qui veulent travailler sur la recherche de la base, parce que nous pensons que c'est très important. Effectivement, c'est le problème que nous avons maintenant. Si tous les bailleurs de fonds pensent que d'abord tu dois travailler sur la politique publique, mais tu dois montrer l'impact par rapport à ce qui se passe dans la politique publique et les choses comme ça. Et si tu ne fais pas ça, ça veut dire que tu n'as pas de Zenabo. Oh, sorry. How do you say you are not useful? Tu n'es pas utile. Oui. Hein? Oui, ça veut dire que si tu ne fais pas ces choses-là, tu n'es pas utile. Donc, plus en plus, c'est difficile de trouver l'argent pour la recherche de la base. Et au moins, au CODESIA ici, nous pensons que c'est très important parce que à l'université, les gens doivent lire les bons livres écrits par les universitaires qui ne sont pas les rapports de consultants. Mais aussi, presque tout le monde les gens qui écrivent les petits rapports-là ne font pas le travail de terrain. Qu'est-ce qu'ils utilisent? C'est les livres et les articles, les gens qui ont déjà fait la recherche de la base. Donc ça c'est quelque chose et peut-être on ne doit pas être d'accord avec les gens qui pensent que tout le monde doit faire la même chose, en mettant toutes les organisations là dans le même classement. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Je pense que cette introduction va nous permettre de naviguer d'une manière plus critique dans le rapport, en lisant le rapport. Je pense que ça a été une très bonne présentation, une très bonne introduction. Un très bon français. Et un très bon français. Mais je ne suis pas bien placé pour le juger. Merci beaucoup en tout cas. Je passe la parole aux panélistes. Je commencerai par Olivier Sagna. Et par la suite, je passerai la parole aux autres panélistes. Merci. Olivier. Bien, donc merci Carlos. Bon, tout d'abord, je voudrais remercier donc je suis là en tant que membre du CODESRIA à jour de ses cotisations. Voilà, c'était la première chose que je voulais dire. Bon, remercier aussi Atto pour son très mauvais français. J'aimerais que mon anglais soit à l'image de son mauvais français. Et remercier Carlos pour son mauvais français. Bon, je parle très peu le portugais, donc j'aimerais mal parler le portugais comme lui parle mal le français. Je pense que si les uns et les autres on parlait tous d'autres langues aussi mal, ça faciliterait la communication en Afrique et on n'aurait pas ces problèmes de francophones, de lusophones, d'anglophones et toutes les barrières qui font que justement la constitution, je dirais, d'une communauté intellectuelle africaine est aussi difficile du fait notamment de ces barrières linguistiques qui font qu'on est aussi dans des environnements des fois épistémologiques qui sont très cloisonnés. Donc ça c'était en guise de petite introduction. Bon donc là je viens au pied levé, je vais remplacer mon collègue Abdoulaye Diagne. Les think tanks dans une Afrique en évolution. Tout d'abord, je pense que les think tanks, c'est un dispositif. Hein, c'est un dispositif, de mon point de vue, qui ne doit pas remplacer, avoir l'ambition, la vocation de remplacer d'autres dispositifs. Je veux dire, on a l'université, on a les centres de recherche qui ont des rôles particuliers. Je veux dire, on a les gens qui font du travail de consultance, etc. C'est un rôle particulier. Le think tank, c'est quelque chose d'autre. C'est quelque chose d'autre.
et je pense qu'il faut distinguer l'utilité du think tank et, disons, l'utilité du classement des think tanks, comme tous les classements. Hein, bien entendu, on peut les mettre en question. Quand vous avez le classement mondial des universités, bon, quels sont les critères qui sont mis en avant? Vous prenez le classement des universités de Shanghai, bon, par exemple, on va prendre les ressources. À partir du moment où on prend les ressources, bon, vous avez quasiment aucune université qui est africaine qui est compétitive, je dirais, dans les 10, dans les 50 premières universités, parce que la différence va se faire sur les ressources. Donc, quand vous avez un indicateur aussi fort, c'est clair que les think tanks ou les structures que l'on classe dans la catégorie des think tanks africaines ne peuvent pas être compétitives. Je dirais, c'est là les limites de l'intérêt du classement. Maintenant, je pense que d'un autre côté, les gens que l'on met dans les think tanks, même s'ils ne sont pas des think tanks, c'est utile et c'est intéressant de voir malgré tout quelle est l'image que projettent ces structures. Et je pense que, bon, ben c'est, comme on l'a dit, bon, quand on voit que sur 6700 think tanks à travers le monde, le Conestria, par exemple, pour ne parler que de lui, est 120e, bon, ben on est très bien classé, parce que c'est pas 120 qui est important. Si on regarde on est les 10% des 6000 déjà, c'est 600. Et donc dans les 600, on est le Conestria est 120e. Donc je pense que si on regarde les moyens dont dispose le Conestria, les difficultés auxquelles il fait face en termes de fonctionnement dans l'environnement global africain, pour ne pas rentrer les détails, bon, je pense que ça montre qu'une structure comme le Conestria, elle fait du bon travail. Et il faut s'en réjouir. Je pense aussi dans les éléments qui ont été cités par Ibrahima sur qu'est-ce qui fait qu'il y a une explosion du nombre de think tanks. Peut-être c'était en filigrane dans ce qu'il a dit, mais je pense que c'est aussi la claire conscience qu'aujourd'hui, les politiques publiques ne peuvent plus être élaborées comme hier. C'est-à-dire, avant l'élaboration des politiques publiques, c'était l'affaire de l'État. C'est l'État qui élaborait les politiques publiques. Je dirais aujourd'hui, à l'échelle mondiale, et ça se reflète en Afrique, même si on peut penser qu'il n'y a pas une suffisante implication, je dirais, de l'ensemble de la société dans l'élaboration des politiques publiques, je dirais, on voit que les choses ont beaucoup changé, ne serait-ce que par rapport à ce qui se faisait il y a un quart de siècle, où l'État, voilà, venait ses politiques dans le domaine de l'eau, de l'enseignement supérieur, etc., etc. Aujourd'hui, il y a quand même très peu de politiques publiques, je dirais, qui sont élaborées, je dirais, sans au moins la participation. Maintenant, quel est le poids donné à la société civile, aux autres acteurs, dans quelle mesure on prend en compte leurs besoins, leurs idées pour l'élaboration des politiques publiques, ça c'est encore c'est un autre débat. Mais il n'empêche que aujourd'hui, dans les processus d'élaboration des politiques publiques, je dirais, c'est quand même devenu quelque chose de naturel d'impliquer d'autres acteurs, et notamment les acteurs de la société civile. En tant qu'universitaire, je crois que on commence aussi à voir dans nos pays qu'on ne peut pas confier uniquement l'élaboration des politiques publiques aux partenaires extérieurs, que ce soit les organisations du système des Nations Unies, le FMI, la Banque mondiale ou aux coopérations bilatérales, mais qu'il faut aussi impliquer notamment les universitaires et les chercheurs dans les politiques publiques. Alors même si d'un côté, nous on estime que les acteurs étatiques ne le font pas suffisamment, et qu'on a toujours aussi un petit peu cette méfiance vis-à-vis des acteurs publics, et que comme on est jaloux de notre liberté, de notre autonomie en tant qu'universitaire, entre chercheurs, je dirais, on ne veut pas non plus être trop impliqué dans ces processus de perdre cette autonomie, cette indépendance vis-à-vis des acteurs publics. Mais je crois que si ça, c'est des dimensions qui sont importantes. Et bon, il faut se réjouir que les universitaires, notamment les chercheurs, au-delà les organisations de la société civile, aujourd'hui sont impliqués dans l'élaboration des politiques publiques, parce qu'ailleurs, c'est ce qui se passe. Je veux dire, ailleurs, nos collègues, ils sont souvent dans des think tanks, et quand il y a des réflexions, je dirais des réflexions sociétales importantes, mais les grands rapports, ils ne sont pas, je dirais,
donner, j'ai rien contre les fonctionnaires, mais je dirais pour caricaturer, on ne demande pas à un obscur fonctionnaire dont personne ne connaît le nom dans la société de faire une réflexion sur telle ou telle question qui est une question stratégique, mais on va choisir un universitaire, pas forcément un universitaire, mais je dirais un intellectuel de renom, quelqu'un qui est connu justement pour sa réflexion, hein, l'originalité de sa réflexion, la richesse de sa réflexion sur tel ou tel problème, et puis on va lui demander de produire un grand rapport. Maintenant, l'État, les autorités publiques vont prendre éventuellement ce qui les intéresse dedans, et je pense qu'il faut également qu'on en arrive à cela dans nos pays, où des gens, je dirais, dont c'est le métier de réfléchir, tout le monde réfléchit, tout le monde pense, mais je dirais, il y a des gens, je dirais, de manière organique, hein, c'est leur rôle dans la société, hein, que ces personnes, dont c'est le rôle dans la société, et qui par ailleurs sont la plupart du temps payés sur des fonds publics, mais qu'ils aient des réflexions à l'échelle nationale, régionale, africaine, pour ce qui nous intéresse, qui sont mises à la disposition des États, ça me semble important. Et aujourd'hui, quand on regarde la complexité donc, des problèmes auxquels l'Afrique et le monde, bon, mais nous c'est normal qu'on regarde toujours les choses d'un point de vue africain, on ne peut pas nous le reprocher, parce que les autres, ils regardent aussi les choses de leur point de vue, hein, même s'ils essayent souvent de faire passer ça pour un point de vue universel. Bon, mais pour dire, nous, Africains, disons, dans ce monde, je pense que c'est important qu'on ait des outils comme des think tanks, bon, qui obéissent à d'autres règles. C'est-à-dire une production dans le cadre d'un think tank, ce n'est pas un travail de recherche. Parce qu'effectivement, le chercheur, il n'a pas pour motivation première, je dirais, d'impacter par exemple sur les politiques publiques. Il va faire son travail en tant que chercheur avec des méthodologies particulières, avec des règles, des formes d'évaluation, une durée aussi, bon, qui n'est pas compatible à ce que, avec le travail d'un think tank, un problème se pose, on a besoin d'une réflexion sur la question. On ne peut pas se permettre, par exemple, d'avoir un travail de recherche de 2 ans ou 3 ans, avec les travaux bibliographiques, de terrain, etc., toutes les validations scientifiques, pour le livrer à la société. Il y a des fois, il y a des questions qui sont des questions urgentes, sur lesquelles il est important que les décideurs politiques puissent avoir des points de vue, et donc on voit bien que ce n'est pas les mêmes modes de fonctionnement. Donc, je pense qu'on a besoin de think tank en Afrique, à côté des organismes de recherche, d'enseignement supérieur et autres qui existent. Là, je pense qu'il faut attirer aussi l'attention de nos décideurs, c'est un peu aussi le même combat, leur dire que les think tanks, ce n'est pas que les think tanks étrangers qui existent, mais qu'il y a des structures qui sont soit qui se définissent comme des think tanks, ou des structures qui peuvent jouer un rôle de think tank et qui peuvent leur être utiles. Et donc, encore une fois, au-delà de regarder immédiatement au-delà de l'horizon africain pour voir où est-ce qu'il faut chercher les idées pour développer le continent africain ou adresser tel ou tel problème d'un point de vue africain, et bien de se retourner vers les structures qui, en Afrique, peuvent leur apporter un éclairage sur ces questions. Donc, comme Carlos me dit en anglais et pas en portugais, time. Donc, je m'arrête ici dans mon commentaire. Merci Olivier. C'est toujours compliqué d'être dans cette position-là. Parce que serait bien qu'on puisse écouter aussi les autres. Donc, vous n'êtes pas obligé à parler pendant 10 minutes. Vous pouvez parler pendant 5 minutes. Et Mariama. Donc je passe la parole à qui est dans le prochain, ce serait Mariama. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Carlos. Bonjour tout le monde. Je vais dire comme Olivier que je suis aussi membre du CODESRIA à jour de mes cotisations et que je ne suis pas ailleurs, et je suis en collaboration directe et presque quotidienne avec le CODESRIA. Mais comme je travaille pour l'UNESCO, et c'est là où je gagne mon pain, quand j'ai été appelée pour discuter de ce rapport,
Et on m'a demandé de dire rapidement un point de vue sur est-ce que les think tanks ont un agenda. Je vais venir à ça tout de suite, mais j'aimerais prendre 2 des 10 minutes pour vous parler de l'importance que nous, au niveau de l'UNESCO, on accorde à l'indispensable collaboration entre la recherche et la politique. Je crois que toutes les personnes qui sont dans une perspective de transformer la société et de transformer la société dans un bon sens, et dire transformer la société, c'est une façon de dire produire le développement, doivent se soucier de comment est-ce qu'on oriente le développement, comment est-ce qu'on oriente les politiques publiques. Je ne suis pas très étonnée que le CODESRIA soit cité parmi les personnes, parmi les institutions qui influencent les politiques publiques, parce que je pense que les politiques publiques sont des politiques qui sont produites par des personnes, entre autres, qui sont aussi dans la société et qui lisent la production de la société. Donc je suis tout à fait, pour des institutions de la société, je suis tout à fait d'accord avec tous ceux qui ont dit que le classement, il est important seulement parce que les gens ont besoin de références. Et ils ont aussi besoin de référentiels. Mais je pense que parce qu'il traduit le rapport de force à l'échelle internationale et la fracture qui existe aujourd'hui dans le savoir, il est important que le CODESRIA il soit simplement cité et mentionné, parce que cela veut dire qu'il y a les autres et nous-mêmes qui reconnaissons notre existence. Et je pense que de ce point de vue, c'est important. Je pense que c'est très important aussi parce que quand moi on me présente un rapport, j'ai pris le réflexe d'aller directement à la bibliographie avant de lire le rapport. Parce qu'aller à la bibliographie, ça me donne des indications sur qui est-ce qui a fourni les informations scientifiques sur lesquelles ce rapport se base. Et je pense que ça c'est important de dire qu'en tout cas, en tant que membre de la communauté, nous devons nous honorer du fait que le CODESRIA existe dans ce qui était sa perspective, c'est-à-dire produire du savoir africain sur l'Afrique et soit reconnu par les autres comme une institution qui influence aussi les politiques. Maintenant, je pense qu'une fois cela dit, je dois aussi poser la question de savoir est-ce que réellement nous pouvons nous satisfaire du degré dans lequel nous influençons les politiques sur notre propre continent aujourd'hui. Parce que je pense que ce n'est pas seulement le rapport et le classement qui répond au rapport de force au plan international. Aujourd'hui encore, ce sont les institutions de Bretton Woods et les think tanks internationaux qui produisent l'essentiel et la substance du savoir sur lesquels nos politiques publiques sont fondées. Et je crois que cela doit être notre challenge. Au niveau de l'UNESCO, le programme de management des transformations sociales qui s'appelle MOST, nous avons gardé MOST parce que MOST, cela veut dire dans les langues slaves, pont. Et sa vocation, c'est de construire des ponts entre le monde politique des décideurs et entre le monde de la recherche. Et je crois que je ne vais pas développer, beaucoup de personnes ici connaissent le MOST, mais en tout cas, le CODESRIA peut dire, la FARD peut dire que dans toutes les productions que nous avons un comité scientifique et nous pensons que c'est très important de construire des liens et de faire des liens entre le monde de la recherche et le monde des décideurs, parce que particulièrement sur notre continent, ils ont eu des rapports qui sont très heurtés. Maintenant, est-ce que les think tanks ont un agenda? J'allais dire, est-ce que les think tanks, particulièrement dans notre espace, ont un agenda ou ont un agenda propre? Je pense que c'est une question qui est très problématique parce qu'il faut d'abord savoir un agenda propre relatif aux orientations théoriques dans la recherche et aux orientations, voire même idéologiques, qui nourrissent, qui fondent la production des connaissances chez nous. Je crois que si c'est au niveau de l'autonomie intellectuelle ou bien de la recherche ou bien de la volonté d'exister et de faire
une recherche de produire des connaissances sur chez nous, je peux dire que de ce point de vue-là, on peut dire qu'il y a une relative autonomie. En tout cas, si on reprend l'exemple du Codesria, on peut dire que jusqu'à aujourd'hui, il y a quand même une résistance sur le fait que les gens puissent venir d'ailleurs pour influencer ou pour bâtir l'agenda de recherche du Codesria. Et je pense que même s'il y a une dépendance par rapport aux sources de financement, il y a encore ce patriotisme africain, cette fibre qui fait que nous voulons exister en tant que chercheurs d'abord, c'est-à-dire produisant des connaissances répondant à des normes de production de connaissances scientifiques, mais aussi en tant que personnes qui sont engagées et qui avons la double visée de produire des connaissances et de transformer nos propres sociétés. Je crois que de ce point de vue-là, du point de vue du positionnement patriotique, on peut dire qu'il y a une certaine autonomie par rapport à l'agenda. Maintenant, est-ce que les think tanks chez nous ont une autonomie par rapport aux intérêts publics et privés et par rapport des lobbies? Ça aussi, je pense que c'est une autre question problématique parce que je crois que, en tout cas dans notre espace africain, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que si on veut être entendu, si on veut être repris par les décideurs publics, il y a un certain ton, et surtout il y a une certaine tendance. Et je crois qu'avoir un discours qui rompt avec l'idéologie néolibérale ambiante n'est pas quelque chose qui favorise l'indépendance par rapport. Non. Et maintenant, l'autre aspect qui me paraît important et Ato l'a posé, c'est peut-on être indépendant si on a une dépendance totale au plan financier par rapport à l'agenda de la recherche? C'est une question qui se pose à nos États, c'est une question qui se pose particulièrement aux chercheurs qui sont dans nos États. Et je pense que cela aussi doit nous amener à nous questionner sur nos propres sociétés. Parce que les fondations ailleurs sont des fondations qui sont aussi financées par des biens privés, par des gens qui pensent que c'est important de mettre leur argent, ça pose la question de la philanthropie, à la disposition des gens qui font de la recherche pour produire des connaissances. Ici en Afrique, est-ce que, oui ou non, on peut penser, on peut espérer, ou est-ce qu'il est important d'encourager une philanthropie pour que les gens puissent financer la recherche? Parce que je dis ça parce que je ne crois pas du tout que la philanthropie n'existe pas en Afrique. Je dis que les gens donnent en Afrique pour des besoins qui ne sont pas des besoins individuels, mais ça dépend pourquoi ils donnent et cela devrait nous poser la question de savoir. Quand Serigne Abdellah Mbacké, paix à son âme, avait demandé qu'on lui apporte tant de milliards pour construire la mosquée de Touba, quelques jours après, il avait appelé la télévision pour dire ne m'apportez plus de l'argent, j'ai assez, laissez-moi le temps de faire le point. Qu'est-ce que cela nous apprend sur notre société? Pourtant, il me semble que le contrat que Serigne Abdellah Mbacké avait avec les gens qui avaient amené l'argent, c'est que quand nous serons morts et que nous serons réveillés, là-bas, on dira Anawakar Serigne Touba, et puis on va les amener dans le paradis. Donc je pense que quelqu'un qui peut avoir la confiance de donner son argent pour un contrat qui ne se passera que dans l'au-delà, c'est-à-dire là où personne n'a été pour revenir rendre compte, pourrait avoir confiance dans un projet qui se passera ici et maintenant. Je pense que ça pose aussi des questions de rapport entre les chefs. Je voulais, Carlos, seulement une minute pour terminer par rapport à ce qui se passe maintenant, de l'existence ou non des think tanks à l'échelle nationale. Parce que je pense, Ato a dit, il y a un think tank à Guinée-Bissau, un think tank en Sierra Leone. J'aimerais savoir, je ne crois même pas que ces think tanks-là soient des think tanks qui sont constitués par des chercheurs de Guinée-Bissau ou des chercheurs de Sierra Leone. Parce que le Codesria a été cité comme un think tank au Sénégal. À ma connaissance, le Codesria n'est pas une organisation de droit privé sénégalaise. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'à l'échelle nationale, ce qui se passe est simplement ahurissant. Je crois qu'on ne peut pas dire qu'il y a des think tanks, il y a des clubs. Il y a des clubs qui ont certainement un agenda. Mais un agenda qui n'est pas l'agenda du club en tant que tel, mais qui est un agenda des membres du club qui cherchent à utiliser leur savoir pour faire leur promotion au niveau de la politique. J'ai été approchée, je ne sais pas, avant-hier, tu étais là, par un jeune qui m'a dit oui, Madame Thiam, nous voulons t'approcher parce que nous voulons constituer une organisation de société civile vertueuse. Moi, j'ai couru, je lui ai dit, moi, je travaille aux Nations Unies et là-bas,
on me demande de ne pas travailler, de fédérer la société civile pour faire des think tanks et mettre le savoir au service de la politique. Mais je pense qu'il y a énormément de questions que nous devons nous poser sur l'existence de l'agenda et l'autonomie de l'agenda et que nous devons nous poser en tant que membres de la communauté. Je te remercie, Carlos. Exactement 10 minutes moins de minutes. Merci beaucoup, madame. Oui, non, c'est mon avis personnel. Hein. Je pense que ça devient de plus en plus intéressant. Et peut-être il y a même lieu de faire un jour une discussion un peu plus large sur cette question de think tank, du rôle des think tanks en Afrique, etc. De ma part, je pense que c'est vraiment intéressant toutes les réflexions qu'on a eues jusque-là. Et je suis sûr que Penda va nous amener aussi assez loin. Et je te demande de contrôler le temps. Absolument. Merci beaucoup, Penda, d'être venu. Merci beaucoup, surtout que je suis rentrée ce matin. Oui, merci beaucoup. Excusez-moi. Merci beaucoup. Je vais être assez brève. Et je vais dire, d'abord, je remercie le CODESRIA. Je me sens comme membre à part entière du CODESRIA. Je n'ai pas vraiment à remercier parce que c'est notre institution à tous. Mais je commencerai par féliciter le CODESRIA. Est-ce qu'il est à jour des cotisations? Pourquoi? Tout ce qu'on dit là, on va vérifier. Pourquoi si je ne cotise pas Aminata, elle là, elle va cotiser sur moi. Pourquoi c'est important de figurer sur cette liste et en très bonne place? Il faut, c'est comme le prix Nobel. Ce n'est pas très démocratique, mais tout le monde aimerait avoir le prix Nobel. D'ailleurs, je le dis depuis plusieurs années, il faut que les intellectuels africains se mobilisent pour qu'on donne le prix Nobel de la paix au CODESRIA. Pourquoi c'est important de figurer sur cette liste? C'est comme dans la démocratie censitaire, quand on voit l'histoire de la démocratie censitaire et de la démocratie plus courte, dans un premier temps, étaient exclus. Tous ceux qui n'avaient pas une éducation et tous ceux qui étaient exclus se battaient justement pour avoir cette éducation et faire partie de ce qui anime la démocratie. Ensuite, on a exclu tous ceux qui ne payaient pas l'impôt. Et finalement, tous les citoyens, pour être citoyens, il fallait payer l'impôt. Ils ont payé l'impôt pour faire partie de cette démocratie. Et de censitaire, la démocratie est devenue totale. Faire partie de ces institutions ne signifie pas être au cœur de la démocratie, mais en faire partie est un instrument, un moyen d'influence pour pouvoir changer les choses et arriver à ce que le point de vue des Africains et le travail qui est fait sur le continent soit reconnu. C'est en ce sens où la présence d'une institution comme le CODESRIA me paraît capitale. Parce qu'on est reconnu là où la décision se prend et nous devons nous battre pour que la décision soit plus démocratique. Et pourquoi, justement, c'est important, surtout en ce moment précis? J'ai eu 3 éléments qui me font penser que c'est extrêmement important aujourd'hui, les think tanks. Il y a d'abord, je lisais un article sur les renseignements, la réorganisation du système de renseignement en France. Et un phénomène n'a pas échappé à ma réflexion, c'est le fait qu'on demande de recruter le maximum de sociologues pour pouvoir prendre la bonne décision et voir qu'est-ce qui est déterminant à l'état actuel. Parce que le fait d'avoir l'information, le renseignement ne suffit plus. Le fait d'être de la police et de filer les gens ne suffit plus. Mais il faut analyser tout cela et avoir l'œil de l'expert. Et de ne pas faire trop d'erreurs et de pouvoir contrôler ce qui se passe. Et ça, je trouve que c'est, pour en tout cas nous, les sciences sociales, parce qu'on avait dit que les sciences sociales, il faut aller vers les sciences dures. Voilà une occasion pour nous de revaloriser ce que c'est les sciences sociales, ce que sont les sciences sociales, mais aussi, tout simplement, de revaloriser la nécessité de faire une recherche pluridisciplinaire. Le CODESRIA a tout intérêt de profiter justement de cette ambiance pour se remettre en selle
et dire que nous sommes aujourd'hui incontournables pour penser le monde. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, j'ai une amie qui m'a envoyé un mail il y a 2 jours pour me dire, écoutez, il faut aujourd'hui que les historiens, mais aussi les chercheurs en sciences politiques, non seulement nous donnent la clé de ce qui se passe dans le monde, mais nous offrent des alternatives. Comment devons-nous réagir et qu'est-ce qu'il faudra absolument faire comme pour trouver les réponses idoines à la situation actuelle. Ça veut dire que le recentrage, si vous voulez, de la réflexion sur la science sociale revient. Et le troisième élément qui montre, de mon point de vue, toute la pertinence de tout cela, c'est quand on a voulu, quand on a pris la décision au niveau de l'Élysée de faire un travail ou une rencontre de très haut niveau sur la paix et la sécurité, mais on a confié tout simplement le travail à un think tank, celui de Cheikh Tidiane Gaye. Cela veut dire que les politiques n'ont plus la réponse. Ce n'est pas au niveau des États qu'on prendra toutes les décisions, mais il faudra peut-être, comme la pensée aujourd'hui est tout à fait décentralisée, il faudra s'appuyer sur tous. Et c'est ça que j'appelle d'ailleurs la démocratisation de la réflexion et de la prise de décision, parce qu'au fond, il ne revient pas seulement aux politiques, aux États, de prendre la décision. Tout le monde sait que nous sommes dans un monde incertain et il faudra associer le maximum pour que la décision ne soit pas remise en cause. Et à partir de ces éléments, je pense que c'est extrêmement important de voir le rôle que les think tanks ont joué et continuent à jouer. Et c'est la réponse que je donne à la question tout à l'heure que posait Ato dans sa conclusion. Effectivement, les think tanks aujourd'hui ont un rôle déterminant, en tout cas dans le monde dans lequel nous vivons. Alors, il y a lieu de renouveler la réflexion stratégique, qui n'est plus le monopole des services de renseignement ou le monopole des politiques ou encore le monopole des diplomatiques. La réflexion stratégique doit être avant tout l'affaire des intellectuels, avant d'être l'affaire des décideurs, parce que simplement, sans un renouvellement, et ils s'en sont très conscients, je crois, les politiques, sans un renouvellement véritable des idées, il nous sera difficile en tout cas de vivre dans un monde de paix. La situation incertaine le prouve et il est tout à fait nécessaire d'alimenter la décision politique d'idées éclairées. Et si nous sommes arrivés à cette situation, c'est parce que aussi les intellectuels ont ce pouvoir diffus, ce pouvoir d'influence que l'on retrouve dans la société civile. Et la société civile, à mon avis, est la jonction entre les intellectuels, les universitaires et les politiques, parce que c'est là où toutes ces idées qui ont été élaborées au niveau du CODESRIA ou dans d'autres think tanks se retrouvent dans la société. En tout cas, moi personnellement, dans ma lutte ou mon engagement dans la société civile, le CODESRIA a joué un rôle déterminant, parce que c'est à partir du CODESRIA, j'allais me sourcer pour avoir les idées nécessaires pour me permettre d'intervenir au niveau de la société civile et d'apporter un tant soit peu de transformation dans nos rapports avec le pouvoir politique, dans nos rapports à l'intérieur de la société, dans nos rapports tout simplement entre hommes, femmes et à tous les niveaux, à tous les échelons. Je pense que ça, éclairer la décision politique, montre l'importance de ces think tanks dans un contexte, il faut l'admettre, où les universités sont écrasées. Et Ibrahima, il faudra revenir sur la liberté académique. Et comment penser cette liberté académique? Les universités sont écrasées de différentes manières, mais particulièrement par les enseignements qui font que la recherche n'est pas toujours au centre du rôle et du travail de l'université. J'ai été frappée tout récemment de voir que la réflexion, Olivier, concernant nos universités, va dans un sens où il faut faire la dichotomie entre chercheurs et enseignants et comment arriver à élaborer des carrières basées uniquement sur l'enseignement et des carrières basées uniquement sur la recherche. Et la recherche n'est pas aussi nécessairement dans l'agenda qui est défini par les politiques. Les think tanks proposent des idées qu'on peut utiliser tout de suite et maintenant, alors que la recherche universitaire, c'est une recherche sur la longue durée qui prend le temps et qui n'est pas forcément
dans le sens de trouver tout de suite des solutions. La recherche universitaire, elle est fondamentale. C'est une recherche qui peut échapper tout simplement à la fonction utilitaire de la recherche. On peut faire de la recherche pour la chose. C'est pourquoi les think tanks peuvent jouer ce rôle. Et je terminerai simplement en disant que c'est au moment où aujourd'hui le monde est dans cette incertitude, nous, Africains, nous devons nous positionner justement dans cette réflexion stratégique pour que demain, lorsque les décisions seront prises, que ces décisions ne soient pas prises en marge ou que les Africains ne soient pas en marge de ces décisions. Et nous devons imposer, en tant qu'universitaires, intellectuels africains, des points de vue du renouveau à nos décideurs qui vont aller au rendez-vous justement de la décision avec les idées qui viennent de ces universités. C'est pourquoi le rôle des think tanks sont à la fois, le rôle c'est à la fois un rôle politique, mais aussi un rôle de renouveau des idées dans un laps de temps très court, mais un rôle aussi, il faut l'admettre, de plaidoyer pour que l'Afrique soit présente au rendez-vous et au recevoir, au rendez-vous du donner et du recevoir des idées et de la réflexion. Merci beaucoup, Penda. Je pense que tu as touché à un point qui, à mon avis, est très important. C'est justement le rapport entre la réflexion, disons, immédiatiste, qui fournissent souvent les think tanks, donc qui essaient de trouver des réponses à des questions, à des questionnements qui se posent d'une manière immédiate, et la recherche fondamentale qu'elle cherche, et universitaire, qu'elle cherche à trouver, disons, des réponses qui, des fois, ne répondent pas disons, à des questions immédiates. Donc, je pense que là, c'est un aspect important, et ça nous renvoie à ce que Olivier disait au début, que les think tanks ne sont qu'un des dispositifs dont on dispose pour approcher la réalité et le contexte social. Donc je pense qu'avec ces deux réflexions-là, et la contextualisation, disons, que Mariama Touré a fournie, nous avons, je dirais, des réflexions assez provocantes pour vraiment entamer une discussion. Mais je regrette qu'on va pouvoir entamer ce débat-là, parce que le temps ne nous permet pas d'approfondir toutes les questions qui sont liées à ce rôle des think tanks en Afrique. Donc je vous passe la parole maintenant. Peut-être on peut écouter 2-3 personnes, parce qu'il y a des gens qui ont d'autres engagements, qui ne peuvent pas rester ici toute la matinée. Donc pour cette raison, je pense qu'on va écouter un certain nombre de collègues, et après on passe au cocktail. Si vous êtes d'accord avec cette procédure, les journalistes peuvent aussi poser des questions, bien sûr. Peut-être même ajouter des choses aussi au débat. Parce que les journalistes sont connaisseurs de beaucoup de choses. Il y a une ici. Merci. Moi, j'avais une question que je voulais poser. C'est est-ce qu'avec l'essor en fait, des think tanks, il y a de nouveaux défis qui s'affichent pour la recherche classique? On va collecter les questions et après on passe à la réponse. Mais vous pouvez aussi aller dans le sens d'ajouter des choses. Carlos. Oui, on peut le faire. Je tiens à vraiment remercier tous les intervenants de la pertinence, de la profondeur des idées qui ont été développées. Je voulais juste peut-être revenir sur un élément sans aller dans les détails. À partir du concept
en partant du concept d'économie du savoir, que nous vivons un contexte marqué par ce concept-là, et qui fait que qui est une des raisons donc, de cette prolifération de ces centres de production de savoir ou de boîtes à idées. Alors, je n'aurai pas le temps de développer sur ce point, mais je voudrais juste attirer peut-être l'attention sur un certain nombre de risques que cette prolifération des think tanks comporte. D'abord, la production du savoir, nous savons que ça obéit à un certain nombre de normes que nous connaissons à travers l'épistémologie, les postures que doivent adopter les chercheurs dans l'espace de la production du savoir ne peuvent pas être confondues avec les postures de quelqu'un qui fait du plaidoyer. Ce qui fait dans l'échelonnement de la délivrance du savoir qui est produit par les think tanks, très souvent les politiques peuvent faire la confusion quant à quel think tank il faudrait s'adresser pour tel problème donné, dans l'élaboration ou dans l'utilisation de ce savoir pour ce qui concerne l'élaboration de ces politiques-là. Donc, ce premier point sur donc, la posture dans la production du savoir mérite d'être revu. L'autre point, et d'ailleurs, Penda a bien fait de parler du concept de liberté académique, qui reprend un peu ce point-là. L'autre point qui me semble important et qui constitue un risque, c'est le glissement. Le glissement qu'il y a dans le passage de l'homme de science dans l'espace d'action. Cette vieille problématique que nous connaissons chez Max Weber, dans le savant et le politique. Très souvent, cela peut induire en erreur quant à l'influence ou bien l'intérêt que le savoir produit pourrait avoir sur les politiques publiques qui sont élaborées. Un autre point, c'est par rapport au savoir produit sur, pour spécifier ici, sur et en Afrique. Donc sur l'Afrique et en Afrique. Ce niveau d'ancrage dans le dispositif des think tanks pose un réel problème si nous reprenons un peu cette problématique également qui est connue concernant la culture de la consultance qui est assez développée dans nos universités et qui fait que très souvent nos chercheurs, comme le dit un des universitaires membres du CODESRIA, professeur Mahmoud Namdani, participent moins dans le cadre de la production du savoir, ils participent moins dans la définition des questions de recherche, qui est le point central dans la production du savoir, que plutôt dans le niveau de collecte. Donc ils interviennent plus au niveau de la collecte des données, mais moins dans la définition donc, de la question de recherche, qui est plus importante donc, pour ce qui concerne cette production du savoir. Alors, je finis par là. Non, mais si tu permettais, on va passer la parole à d'autres collègues aussi. Oui, je finis juste par là. Je voulais dire qu'il faut arriver peut-être à échelonner. Oui, il faut arriver peut-être à échelonner les demandes du politique
en tenant compte des niveaux de délivrance du savoir. Voilà, merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres Je remercie aussi le CODESRIA, nous réjouis de voir toutes ces personnalités de la recherche, même si elles sont de l'autre côté, elles continuent à alimenter la réflexion. Je voulais aussi me réjouir de voir le CODESRIA être présent malgré tout, même loin, dans un classement sur les think tanks internationaux. Et pour moi, c'est sous ce rapport-là que la réflexion doit être axée. Est-ce que nous pouvons avoir le même classement pour des think tanks de différents continents avec des indicateurs standardisés? Est-ce que si nous sommes loin, c'est pas parce que le CODESRIA, mais aussi sans doute d'autres think tanks qui peut-être n'ont même pas été identifiés sur la place, sont aussi jugés à partir d'indicateurs qui sont conçus ailleurs. Et l'autre question que je me pose, c'est également le caractère élitiste des think tanks, des classements qui les mettent en place. Et est-ce que cela ne reproduit pas le monopole de la pensée? Alors qu'aujourd'hui, beaucoup réfléchissent sur de nouvelles alliances entre sciences et société. Beaucoup identifient les penseurs aussi dans la société, non pas seulement entre les quatre murs de l'université. Est-ce que ce type de classement ne contribue pas à rendre encore plus élitiste la conception de la pensée? Je pense que le CODESRIA a aussi un rôle très important à jouer dans la production d'indicateurs propres sur ces aspects de classement des institutions de recherche, mais aussi sur d'autres aspects sur lesquels nous commençons maintenant à travailler, notamment sur le développement, les indicateurs du développement. On est jugé avec les yeux des autres, avec les concepts des autres. Pour moi, ça aussi, c'est une réflexion endogène à mener, et le CODESRIA doit jouer son rôle de leadership là-dessus. Merci. 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 On va libérer Penda qui a fait presque un sacrifice de venir ici après un voyage. Difficile. Désolé pour ça, Penda. Merci beaucoup d'être venu. Et je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou bien d'autres réflexions que vous voulez faire. Si c'est le... Oui, Ndongo. Rapidement. Une réflexion. En fait, j'ai l'impression qu'on est plus ou moins dans un ordre global du classement. Parce que maintenant, on a presque des classements pour tout. Quels sont les pays où on fait le mieux les atteindre, le business? Où sont les pays les plus corrompus? Les pays qui sont les plus enviables du point de vue de la démocratie, du point de vue du développement, les meilleures universités, ce genre de choses. Les pays qui sont les plus libres selon Freedom House. Donc j'ai l'impression qu'on est dans un ordre global du classement et que généralement, quel que soit le domaine, c'est plus ou moins les mêmes résultats qui reviennent. C'est-à-dire à chaque fois, c'est le point de vue occidental ou bien les institutions occidentales qui sont considérées d'un point de vue normatif comme disons, les espaces les plus performants dans tous les domaines. Et je pense qu'on devrait généralement avoir une perspective critique et à la fois nuancée sur ces classements parce que à chaque fois, il y a des biais implicites dans ces classements qui conduisent systématiquement à défavoriser tout ce qui est en dehors, disons, de la sphère normative épistémologique de l'Occident. Et en parlant aussi des think tanks, je pense qu'il aurait été peut-être bien, je ne sais pas si le rapport le dit, c'est quoi l'ancienneté
des think tanks. Parce qu'il y a des think tanks qui sont récents, il y en a d'autres qui sont plus anciens. Dans le classement que j'ai vu, il y a Carnegie qui est un peu en haut, mais Carnegie c'est un think tank qui a plus d'un siècle et qui a été qui est intervenu dans différents types de recherches, certaines même ayant eu des conséquences, on peut dire même catastrophiques sur le plan, disons, humanitaire. Par exemple, on sait que toute cette recherche sur l'eugénisme et qui a conduit en fait à des expériences vraiment abominables, surtout lors de l'Holocauste, au départ ont été financés par les fondations, par les think tanks américains, think tanks qui ont été financés par les capitalistes les plus riches, Carnegie, Harriman et Fondation Rockefeller. Et donc, je pense qu'avoir cette perspective historique sur le fait que tous les think tanks en fait n'ont pas la même influence et que l'ancienneté aussi compte, c'est important. J'ai aussi envie de poser une hypothèse, en fait, dire qu'on est dans un monde aussi de multinationalisation du savoir, où il y a des multinationales du savoir, et on retrouve cette relation entre les centres et les périphéries. Il y a des groupes qui sont là, des think tanks, ou bien des universités, des institutions qui peuvent produire le savoir, qui peuvent le diffuser. Ensuite, il y a le 99% qui est là, le reste des think tanks, d'autres organisations, qui prend ce savoir-là et qui se l'approprie selon sa guise. Et je pense qu'on a beaucoup de thèmes qui peuvent illustrer ça, comme la problématique de l'émergence, la bonne gouvernance, green business et tout ça. Donc moi, généralement, je suis assez réservé sur cette approche classificatoire. De l'agenda du privé, comme l'a dit Madame Thiam. Où va la recherche africaine? Merci. Merci beaucoup. J'allais dire, oui, très rapidement. Ça va être très très rapide. Je m'appelle Papa Moufal, je suis le directeur de publication de l'hebdomadaire La Gazette. Et je voudrais juste rebondir sur ce que disait mon confrère Kara par rapport à l'interrogation de Mme Thiam. En relevant un peu la démarche de la communauté mourite, qui a su financer et très très rapidement, nous l'avons vécu dans ce pays, la construction d'une mosquée, les appels de fonds de cette manière se font de manière extrêmement généreuse. La recherche est extrêmement importante dans un pays, tout le monde le sait. Je ne veux pas relever la question telle que posée par mon capitaine d'industrie de manière générale qui disent la préférence nationale. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas un plaidoyer justement à faire à ce niveau pour valoriser cette préférence nationale? Parce que ce que fait le CODESIA, ce que font nos chercheurs de manière générale, achoppent sur des difficultés qui sont souvent d'ordre existentiel tout simplement. Voilà juste ma question. Merci beaucoup. C'est mon point de vue que les questions que vous avez posées, surtout les 3 dernières interventions, nous amènent très loin, nous amèneraient très loin si on essayait de répondre, d'y répondre. Je ne sais pas si les panélistes veulent s'aventurer à trouver des réponses à ces questions. Sinon, moi, je les garderai pour une prochaine discussion. La question, par exemple, vous posez sur où va la recherche, c'est une bonne question, surtout pour le CODESIA en tant qu'une institution qui fait la promotion de la recherche. Donc, et certainement qu'il y a beaucoup de contributions qu'on pouvait apporter à ces questions-là. Je ne sais pas si à cette heure-là, on devait engager dans ce sens. Je vois une question très rapide, parce qu'on ne peut pas être interpellé aussi de cette manière-là. Parce que où va la recherche, c'est effectivement la question qui se posait, ou comme la question que notre collègue africain posait tout à l'heure, au début. Je pense que la recherche est interpellée, mais la recherche évolue également. Et puis la distinction entre l'expert et l'universitaire ordinaire, devant les crises, c'est les universitaires ordinaires qu'on va chercher
pour donner les explications les plus pertinentes. Ebola, c'est Cheikh Niang, qui est anthropologue à l'université de Cheikh Anta Diop de Dakar, qui a été sur le terrain, qui peut donner des explications par rapport à ça, qui permettent de comprendre et qui permettent de mieux répondre justement à ces questions-là. Ce n'est pas les gens qui font des études à la base ou qui lisent les sauf sur le web, arriver à le truc et dire des choses. C'est pas ça. Je veux dire que le travail de l'universitaire reste valable, plus valable encore, mais aujourd'hui, dans la confusion qui existe et dans la masse de savoir qui existe, plus valable que jamais. Parce que je pense que les gens perdent des repères par rapport à comment évoluer la qualité de ce qui se fait, comment se retrouver. Et avoir quelqu'un, et ceux qui donnent les explications les plus pertinentes, c'est les gens qui ont travaillé sur les questions sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans. Et ils maîtrisent la question. C'est eux qui sont dans les explications, que ce soit le terrorisme ou que ce soit autre chose. Hein. Donc je pense que le travail de chercheur reste valable. Maintenant, il y a une question de comment faire en sorte que ce qui sort de la recherche soit mieux connu et permettre justement d'éviter à ce que tout le monde soit confus par tout ce qui sort et tout ce que tout le monde dit. Quoi. Je pense que, encore une fois, les dispositifs différents là, et je crois que c'est une bonne manière de présenter le programme Olivier. On a des milieux et des dispositifs différents. Le nôtre, c'est celui de la recherche scientifique qui peut éclairer des choses sur le place public. Et je pense que ça, il faut le dire, et ça reste très valable. Mais on ne peut plus. Il y a une phrase dans le rapport, si vous le lisez, il est intéressant le rapport. Où on cite, je crois que c'est l'économiste ou quelqu'un là qui disait que même pour aussi les universitaires ordinaires, le temps où on pouvait dire ça y est, j'ai fait le travail parce que j'ai produit un ouvrage sur la question ou un bon article scientifique, maintenant aux autres de se débrouiller pour découvrir ou trouver l'article, ce temps-là est fini. C'est fini. D'ailleurs, si on regarde les publications comme Pambazoco News ou notre bulletin même, on reçoit de plus en plus maintenant. Depuis qu'on a commencé à sortir un bulletin mensuel, ceux qui nous donnent les articles, c'est les plus grands universitaires, les Mahmoud Mamdani, les autres qui, devant, que ce soit Charlie Hebdo ou que ce soit autre chose, ils ont écrit. Mais ils abordent ces questions-là avec des nuances, avec des choses qui permettent d'aller au-delà de ces réflexes premiers. Quoi. Je pense que le devoir de communiquer mieux, c'est un devoir qui maintenant est plus pertinent pour le chercheur. On est obligé de le prendre beaucoup plus au sérieux. Quoi. Mais je pense que la recherche, là, puisque c'est de l'avenir qu'il s'agit, la recherche doit être, à mon avis, ça reste encore l'une des clés de ce qui nous permettra de négocier un meilleur deal dans le monde d'aujourd'hui. Et si je voulais dire juste une ou deux choses aussi, en réaction rapide, Carlos, je m'excuse d'arriver. La question des critères est très valable. Est-ce qu'on peut évoluer de la même façon? D'ailleurs, l'année dernière, il y a eu l'année dernière maintenant, parce qu'on est en 2015, une rencontre des think tanks africains organisée par justement l'Université en Afrique du Sud. Cette année, ça va se faire au mois de mars, et la CEA a dit que c'est eux qui vont organiser ça, parce qu'ils ont des sérieuses questions par rapport à la manière dont les classements ont été faits. Mais ces débats sur les classements existent surtout sur les universités comme Antoine l'a dit, comme d'autres dit, ça existe, ces débats sur le classement. Et quels sont les critères? Est-ce que le collège peut prendre sur lui-même de définir de nouveaux indicateurs? Ce serait fantastique de le faire. Mais ça nécessite des moyens et beaucoup de choses. Et je pense qu'on a aussi une conversation avec Enda, et peut-être qu'il nous permettrait de contribuer un peu dans ça. Dans tous les cas, notre pari depuis le début, c'est de dire que finalement, on ne laisse pas aux autres le monopole de déterminer, y compris ce qui est de la qualité par rapport à ce qui sort de la science. Donc, il y a un débat. Dernière chose que je voulais dire, c'est les multinationales du savoir. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Il y a même un concept, même sur le plan académique, il y a des gens qui ont utilisé ça. Steve Fuller qui parle de césarisme et d'impérialisme académique. Quoi. On prend une université comme Harvard, à laquelle tout le monde rêve d'aller. En tout cas, la plupart des universitaires rêvent de terminer leur carrière au moins à un moment donné là-bas. Mais Harvard a un rapport et un statut dans le monde universitaire qui est très particulier. Parce qu'entre autres, ils ont un rapport avec l'establishment américain qui est étroit et qui donne beaucoup. Et ils ont le plus grand endowment, c'est des milliards d'endowment, le fonds de dotation de Harvard, c'est des milliards de dollars. Et donc, c'est comme parmi les think tanks, on prend Brookings qui revient tout le temps, la question de ressources qu'Arthur a posé très bien, toujours classée première. Brookings a un budget annuel de 5 millions de dollars, sinon plus.
Et ça, c'est pas notre cas, c'est pas le cas d'un centre, comment dire là, de l'université Cheikh Anta Diop ou AGI ou je ne sais pas, moi je pourrais ainsi de d'autres. Donc il y a ces inégalités existent dans le monde du savoir également. Et je pense qu'on en soit conscient. Alors, ce qui est intéressant, et je vais arrêter là c'est que quand on regarde les classements, ceux qui sont classés premiers, que ça, et il a dit au Moyen-Orient et ailleurs, souvent c'est Carnegie Doha Center, Brookings Middle East, ils sont là-dedans, ils sont un peu partout quoi. Donc ils se déploient. Et une fois dans la région, effectivement, il y a une comment dire là, parce qu'ils ont, c'est une extension d'un but beaucoup plus global. Ils ont plus de moyens de communication et de tout par rapport aux institutions locales. Donc c'est aussi à tenir en considération. Merci beaucoup. C'est 30 secondes. Oui. Donc, pour rebondir sur ce qu'il a dit, Cher, et un peu Mariama aussi, ça pose la question de savoir est-ce que le savoir est une valeur partagée? Parce que quand les Mourides vont donner 2 milliards ou je ne sais pas combien en temps de jours, c'est qu'il y a quelque chose qui les mobilise. Est-ce que nous percevons le savoir comme une ressource stratégique qui nous permet de compter dans le monde, d'influencer les décisions et de pouvoir faire valoir notre point de vue? Je crois que c'est ça aussi la question fondamentale. On n'a qu'à regarder, c'est vrai que l'université n'est plus le seul site de production du savoir, mais dans quel état se trouvent nos universités? Dans quel état se trouvent nos universités? Je crois que ça, c'est des questions qui sont vraiment des questions cruciales. Le rapport au savoir que nous avons dans nos sociétés. Ces fondations qui donnent, qui financent, c'est parce qu'ils savent que le fait que la puissance de leur pays est aussi déterminée par le savoir. Et on a vécu, et je terminerai sur ça, on a vécu une expérience, et ça répond à la question qui était attribuée à Tanda, est-ce que les gouvernements ont besoin de think tank. Quand on a fait la conférence sur l'Inde, Afrique francophone, j'ai été interpellée par quelque chose. Manifestement, l'Inde est en train de redéfinir sa politique en Afrique. Et j'ai été très étonnée que le ministère des Affaires étrangères n'ait pas perçu l'enjeu, ne soit venu que pour délivrer un discours et partir. Alors qu'il aurait dû avoir quelqu'un présent pendant tout le temps pour pouvoir lui faire un compte-rendu et que ce compte-rendu soit, comment dirais-je, utilisé dans les relations avec l'Inde. Et il y avait un jeune chercheur sénégalais qui était là, très pertinent, qui a fait une publication, et je suis encore étonnée quand il a parlé de voir comment les Indiens sont montés à l'assaut pour avoir une position très défensive. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le savoir compte. Et ils ne sont pas dupes, mais nous faisons comme si c'est une chose marginale. Et c'est ça la question de fond. Merci. Merci beaucoup. Comme je disais, ça pourrait continuer. Tu vois ça comme un gâteau, chacun apporte sa couche et ça devient de plus en plus riche. Ça vient de quelqu'un qui aime. Je donne la parole à Mariama avant de terminer avec Olivier, mais je vous supplie de faire très vite. Ouais. Non, de toute façon, il n'y a pas de réponse à apporter aux questions. Je pense que les questions appartiennent à tout le monde et c'est des questions auxquelles on ne peut pas répondre maintenant. Maintenant, il y a deux choses, de toute façon. Je crois que toutes les personnes et tous les pays intelligents et dominants savent aujourd'hui que c'est le savoir qui gouverne le monde. Je pense que la deuxième chose que nous devons dire, c'est que les think tanks, la recherche, il n'y a pas la recherche, il y a les recherches et les perspectives de recherche. Si on prend un exemple comme Ebola, c'est Ibrahima qui disait que c'est Cheikh Niang qui était parti, j'étais ahurie de lire que ce sont des think tanks américains qui ont aussi créé Ebola. Et bon, maintenant, c'est connu que le sida, tout ça, tous ces virus-là, ont un rapport quelque part avec aussi des gens qui ont besoin de vendre, d'écouler et qui sont dans le paradigme capitaliste et qui doivent produire. Maintenant, je pense que faire de la recherche et survivre dans la recherche, ça devient une condition de survie pour nous.
Si je prends une maladie comme Ebola, je n'ai pas encore lu ce que Germain a produit, je n'ai pas discuté avec Jean, je n'étais pas à Dakar quand le CODESIA organise ça. Mais j'aurais bien voulu être là pour dire que Ebola, ce n'est pas seulement une maladie. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit, oui, parce que Ebola, c'est quelque chose qui s'attaque à l'humanisme et au fondement de la société. Ebola, c'est une maladie qui, quand on l'a, personne ne peut plus prendre la main de son malade pour poser la main sur son front, réciter la Fatiha et lui dire « Yalla yalla yekati ». Tu ne peux pas toucher ton malade. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'il y a de plus sacré que de la manière dont on enterre nos morts? Maintenant, si tu as un mort, tu ne peux pas l'amener, l'enterrer suivant tes propres rituels. Moi, je suis ce soir. Le rite, le rituel, la façon de faire, c'est au fondement de la société. Donc, Ebola, ce n'est pas vraiment une maladie simplement, c'est quelque chose qui déshumanise. Quand il y a des think tanks qui réfléchissent pour nous fourguer des choses comme ça, je pense que réfléchir devient un impératif et faire de la recherche, ça devient simplement une condition de survie. Dernière chose, Carlos. C'est sur la question posée par Chenbei, sur les critères. Je crois que c'est le système d'indexation globalement. Il y a 2 ans, quand on était à Rabat, à l'Assemblée générale du CODESIA, le rapport mondial sur les sciences sociales, qui est porté par SHS, disait la fracture du savoir. Mais la fracture du savoir, c'est vrai, ça existe, mais comme l'a dit Atto dans son introduction, ce sont les rapports de force au plan international qui sont reproduits. Mais moi, je suis sûre que, même avec ces rapports de force, et même avec le peu d'argent qui existe ici, il y a mieux, on aurait pu, avec d'autres critères, mieux apparaître. Qu'est-ce qui se passe avec l'indexation? C'est qu'il y a des revues comme il faut, et ce sont ces revues-là qui comptent quand on fait l'indexation. Je pense que la remise en question de la perspective dominante épistémologique, c'est aussi la remise en question de tous ces outils que l'on nous vend et que nous sommes obligés d'adopter pour pouvoir exister au présent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai fait moins de 2 minutes. C'est 2 minutes, Selon Marie. Merci beaucoup, Olivier. Bien, merci Carlos. Bon, c'est des contributions. Je crois que le journaliste qui a posé la question est parti, mais sur quels sont les nouveaux défis que les think tanks posent à la recherche classique. Je crois que fondamentalement, c'est le défi de la communication, et de l'influence. Le chercheur, qu'est-ce qu'il fait? Il fait son article selon les normes qui est publié dans des revues qui sont quasiment des revues clandestines. Parce que je dirais les revues scientifiques, c'est lu par combien de personnes. Donc on en discute dans une communauté extrêmement, j'allais dire fermée, c'est pas le mot, mais extrêmement limitée. Parce que l'homme de la rue, il ne va pas acheter le bulletin du CODESRIA, et encore, même ça, c'est pas une revue scientifique à proprement parler, mais je veux dire la revue africaine de communication, l'homme de la rue, il ne la lit pas. Donc ça circule dans des cercles extrêmement fermés, limités, étroits, et je crois que véritablement, dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, le défi pour la recherche, encore une fois, sans vouloir devenir des think tanks, c'est véritablement celui de la communication. C'est-à-dire qu'on ne peut plus concevoir la communication scientifique uniquement comme elle a été conçue pendant des siècles. En fait, un mode de communication aussi, dont une des principales fonctions, qu'on le veuille ou non, c'est la promotion des universitaires et des chercheurs. Parce que pour revenir à une question qui m'est chère sur la question de l'indexation, c'est ça, c'est-à-dire nous vivons dans des universités, j'ai l'habitude de dire, schizophréniques. C'est-à-dire on nous dit que si vous publiez un article dans les annales de la faculté, ça vaut rien. Par contre, ce même article, si vous l'avez publié dans la revue qui est publiée à Harvard, ça vraiment c'est un article qui est au top du top. Et dans nos propres structures, on met en avant les revues extérieures qui ont défini les critères dans lesquels il nous est difficile de publier. C'est dans ces revues-là qu'on met en avant pour la promotion de nos propres chercheurs, de nos propres intellectuels. Donc en même temps, on dévalorise, y compris nos propres supports de publication. Et souvent, quand on discute avec les collègues, tout le monde dit « Oui, mais ça, c'est une revue qui n'est pas indexée. »
Mais les critères d'indexation, on les connaît. Par exemple, simplement la régularité d'une revue. À un moment, on discutait ici, Codestria, comment faire pour que nos revues soient indexées. Bon, mais tant qu'on a des problèmes existentiels qui font qu'on a du mal, des fois, pour certaines de nos revues, à faire une publication par an, à l'échelle de l'Afrique, bon, comment vous pouvez vouloir entrer dans un système où on va dire c'est la régularité? Rien que ça vous empêche d'être classé. C'est-à-dire on ne regarde même pas le contenu, les idées, tout le reste. Est-ce que vous êtes capable de faire une publication par an? Vous n'êtes pas sélectionnable. Donc ça c'est bien. Maintenant je crois aussi il faut distinguer, parce que c'est des questions de mots, mais les mots c'est important. La production du savoir et la production d'idées. Enfin, pour moi c'est des choses différentes. La production de la connaissance, hein, ça a quelque chose de profond, de complet, etc. Et puis, je dirais, entre guillemets, simplement des idées. Parce que aussi, on voit le caractère de certaines idées, mais qui, des fois, nous entraînent dans des impasses pour une décennie. Donc ça, aussi, je pense que c'est ça, fondamentalement. Les universitaires, les chercheurs ont produit de la connaissance. Alors, cette connaissance, elle va être remise en cause, mais je dirais, elle a quand même une certaine pérennité. Je veux dire, on s'appuie sur des textes qui ont été produits il y a des milliers d'années et qui continuent à avoir de la valeur pour les chercheurs. Je ne suis pas sûr que si on faisait un historique des idées qui ont été lancées par les think tanks, de la durabilité, sans parler de l'utilité ou de la pertinence, mais de la durabilité de ces idées. Et puis, maintenant, je pense aussi qu'il faut distinguer, encore une fois, les dispositifs, les positions entre hommes de science, hommes de consultance, hommes d'influence et hommes de puissance. C'est pas la même chose. Quand nous on travaille comme consultants, on n'est pas dans la même posture que quand on fait notre travail en tant que chercheur. Et ça peut être la même personne qui fait un travail comme consultant, parce que les termes de référence, les objectifs ne sont pas les mêmes. L'homme d'influence, oui, clairement, lui, il a son agenda, ses méthodologies ne vont pas être les mêmes. Donc si je crois qu'il faut éviter un nivellement one size for all, hein, où on veut tout mettre sur un même plan, et c'est peut-être là aussi les dangers de la globalisation, de l'internationalisation, etc., etc. Je pense que c'est important à chaque fois de se reposer les questions que nous, historiens, on se pose dès que quelqu'un parle. À quelle époque, dans quel lieu, de quel point de vue politique, économique, religieux, social, pour maintenant pouvoir se prononcer. Donc, merci beaucoup Olivier, merci à vous tous d'être venus. Merci particulièrement à Ato, Olivier, Mariama, Penda, Ibrahima. Merci aussi ceux qui ont fait le rapport. Ils nous ont donné l'occasion d'avoir ce débat-là. C'est sérieux. Il ne faut pas partir d'ici en pensant que le rapport n'est pas sérieux. C'est très sérieux. C'est un énorme travail qui a été abattu. Mais partons de là pour faire quelque chose aussi qui nous sert encore plus. Donc, vraiment, merci d'être venu.